Voilà, vitrail et art textile, effectivement, ça me permet de joindre mes deux intérêts scientifiques. Je ne suis pas complètement certain, mais vous direz à la fin que ce soit complètement probant. J'ai essayé de me poser la question, finalement, est-ce que, puisque le cycle de notre conférence, c'est le vitrail et les autres arts. Alors, est-ce qu'il y avait des ponts entre le vitrail et le textile? Alors, il faut considérer, bien sûr, que le vitrail, c'est, ou ça a été pendant très longtemps, un art de la représentation. Donc, si on veut représenter le réel, comme le textile existe dans le réel, eh bien, fatalement, on allait rencontrer, comme la peinture les rencontre, on allait rencontrer les textiles dans le vitrail. Alors, je vais commencer justement par d'autres arts de la représentation et des époques relativement anciennes. Ce que je vous montre ici, donc, c'est une peinture attribuée à Giotto, qui se trouve dans la basilique d'Assise, la basilique supérieure, et dans le cycle de Saint François, vous voyez ici, Saint François d'Assise apparaissant en songe au pape, pour lui montrer ses styles. Donc, le cycle a été réalisé dans les années 1290, et vous voyez que la tenture de la chambre du pape est bordée, en partie haute, par un liseré, enfin un peu plus large qu'un liseré, une bordure assez large, avec une écriture pseudo-koufique. Et ça, c'était sans doute pas un tissu fabriqué en Occident, plutôt un tissu fabriqué en Orient. Et vous savez que dans l'art ornemental des pays islamiques, l'écriture est un des modes de l'ornementation. Et donc on retrouve, je ne vais pas montrer les images ici, mais on retrouve énormément de textiles fabriqués en Orient, que ce soit en Égypte ou en Syrie, ou encore dans l'Espagne du Moyen-Âge, des tissus avec des caractères koufiques. Donc là, c'est un détail tout à fait réaliste, sans doute, peint par Giotto. Mais en fait, je vais plutôt m'arrêter à la fin du XVe siècle. À la fin du XVe siècle, on voit des peintres occidentaux, donc de l'espace européen, qui représentent des tapis d'Orient, et ces tapis viennent enrichir les tableaux. Alors, je commence tout de suite par un tableau d'Hans Holbein, qui a une importance très cruciale dans cette matière, en raison des études qui ont été menées sur l'art de Holbein par l'historien d'art allemand Kurt Erdmann. Alors, Kurt Erdmann, un historien qui est décédé dans les années 60, avait été l'élève de Erwin Panofsky. Et il avait fait une thèse sur l'architecture gothique, ce qui n'a rien à voir avec le textile. Mais ensuite, il a été nommé au musée de Pergame à Berlin, et il a pris la suite, avec quelques autres conservateurs entre lui et le précédent, il a pris la suite de William Bode. Et William Bode est un des premiers historiens européens à s'être penché sur l'étude des tapis orientaux. Et donc, dans cette lignée, Kurt Erdmann a travaillé sur l'identification des tapis orientaux qu'on pouvait voir dans les peintures occidentales. Et notamment, il a essayé de classifier tous les tapis qui apparaissaient dans les tableaux de Hans Holbein le Jeune. Alors il a construit une typologie, Holbein, type 1, type 2, type 3, type 4. D'autres historiens sont revenus aujourd'hui sur la question, et maintenant on considère que c'est les types 1 et les types 3 qui sont les plus intéressants, et les autres, ils ont pris d'autres noms, mais parfois d'autres noms d'artistes européens, on va en voir. Donc je vous montre ici le marchand Georg Giese. Donc c'est un tableau de 1532, et vous avez sur la table un tapis qui correspond à ce que Kurt Erdmann appelait le tapis dit Holbein type 1. Et voici ici un tapis conservé au Metropolitan Museum et qui est assez proche finalement de celui que Holbein avait représenté. Ceci dit, ces tapis peuvent être utilisés bien avant et peut-être bien après Holbein. Je vous montre un autre tableau qui est la conférence de Somerset House. C'est une conférence qui a eu lieu en 1604 à Londres, et une conférence qui a mis fin
à la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre. Donc vous avez d'un côté à gauche les émissaires anglais et à droite les émissaires espagnols. Et devant eux, sur la table, eh bien, vous avez encore un magnifique tapis également de Holbein, toujours type 1. Alors je vais vous montrer le type 3 de Holbein, qu'on retrouve avant Holbein dans un peintre ayant travaillé en France, un maître de Saint-Gilles, avec la messe de Saint-Gilles autour de 1500. Et vous avez, au pied de Saint-Gilles, eh bien, vous avez un magnifique tapis, dont voici un équivalent, vous savez, dans un musée. Alors ce tapis de Holbein type 3, on le retrouve dans les ambassadeurs, donc le tableau de Hans Holbein vers 1533. Voilà, donc ce tapis-là, qui est un tapis de table en fait, et le même tapis qui servait de modèle dans la diapo précédente que je vous ai replacé ici. Donc voilà pour le travail de Kurt Erdmann, qui est devenu une sorte de sport favori finalement de tous les historiens du tapis oriental, notamment des tapis d'anatomie, parce que bien, beaucoup de vestiges de ces tapis, même dans les musées d'Istanbul, ne remontent pas au-delà du XVIIe siècle, et c'est donc la preuve que ce type de tapis existait dès le XVIe siècle, voire dès la fin du XVe siècle pour certains. Alors, je vous montre maintenant une œuvre un peu plus ancienne, 1486, l'Annonciation d'Ascoli, de Carlo Crivelli, et il y a dans ce tableau des tapis qui sont positionnés sur des remparts et qui renforcent encore le côté décoratif du tableau. Et voici ici deux modèles, donc encore ce tapis Holbein type 3 pour celui de droite notamment. Ensuite, les historiens se sont penchés sur le travail de Lorenzo Lotto. Donc Lorenzo Lotto a utilisé lui aussi un grand nombre de ces tapis orientaux. Voici ici donc deux œuvres de Lorenzo Lotto, le retable de Sainte-Christine à gauche et la Vierge à l'Enfant avec des seins à droite. Donc le premier date de 1505, le deuxième de 1521, et vous apercevez un tapis sous les pieds à chaque fois de la Vierge à l'Enfant. Et un tapis qu'on retrouve à d'autres moments dans l'œuvre de Lotto. Voici ici Les Époux, qui est une œuvre civile datée de 1523, et on retrouve ce fameux tapis que depuis on a appelé plutôt le tapis Lotto. Alors, on a enlevé la classification, je crois que c'était le Holbein type 2 ou 4, je ne sais plus. Maintenant on parle de tapis Lotto. Et ce tapis, alors voici un exemplaire ici, conservé dans un musée du Qatar, et qu'on retrouve encore. Alors c'est pas exactement le même, pardon, c'est un autre, c'est le tapis Lotto ex Holbein type 4, voilà, que vous avez ici en agrandissement. Et donc voici un exemplaire qui se trouve au Metropolitan Museum de New York. Alors, Lotto était sans doute un amateur de textile. Je change de chapitre de la représentation. Là, je vous montre un portrait de jeune homme à la lampe. La lampe est très discrète, hein, les roses sur la droite. Et ce portrait de jeune homme nous montre que derrière, il y a une tenture d'un blanc immaculé, mais c'est une tenture qui est un damas. Et vous apercevez des motifs sur ce damas, et ces motifs, on va les retrouver ailleurs. Donc voilà, Lotto utilise tantôt des tapis qui viennent de l'Orient, et tantôt des tissus de luxe produits en Italie même, au XVe ou au début du XVIe siècle. Alors, quelques exemples de ces textiles italiens, qui nous conservent certains. Voici ici une chasuble du XVIe siècle, donc il ne s'agit plus d'un damas, ici il s'agit d'un velours de Gênes, avec des orfrois qui ont été recousus dessus pour fabriquer la chasuble, mais qui ne sont pas italiens, qui viendraient plutôt des Flandres, après tout.
Je vous montre encore deux détails de velours. Alors ça, c'est dans un musée américain. Voilà ici quelques fragments de velours de Gênes qui se trouvent dans les musées français, notamment au musée de la Renaissance. Je crois que j'en ai encore un exemplaire. Mais c'est surtout voilà, ce genre de motifs qui vont vous intéresser parce que on va les retrouver dans les textiles à la fois utilisés dans la peinture et également dans les textiles utilisés dans le vitrail. Alors, on va venir maintenant au vitrail, on va laisser la peinture. Les vitraux du 15e, enfin des 15e et 16e siècles utilisent de nombreux tapis ou de nombreuses tentures, soit pour poser au sol, soit pour faire un dossier, enfin un décor sur le fond de la scène, donc derrière les personnages. Et parfois même, ces tissus peuvent orner les vêtements que portent les personnages. Donc, là, le tapis d'Orient va quasiment disparaître dans le vitrail, ou en tout cas, on n'a pas conservé d'exemplaires. En revanche, ce sont vraiment les textiles contemporains, et notamment les productions luxueuses d'Italie, qui sont les plus utilisées, donc les velours de Gênes ou encore velours de Lucques. Alors, ces tissus ont été repérés il y a déjà longtemps, puisque c'est Albert des Méloises, le premier, qui a repéré dans les vitraux de Bourges, et les vitraux postérieurs au XIIIe siècle, donc les vitraux essentiellement du XVe et XVIe siècle, qui a repéré le premier l'usage de ces damas. Alors, les historiens du vitrail utilisent le terme de damas de manière très générique. Damas, pour un spécialiste de vitrail, c'est les dessins, c'est les textiles qui ornent les vitraux. En fait, souvent, ce ne sont sans doute pas des damas au sens technique du terme, ce sont plutôt des velours. On en reverra. Donc, après les travaux des Méloises, qui sont publiés dans les années 1890, d'autres historiens se sont emparés de l'étude des damas. Nos collègues allemands du Corpus Vitrearum ont énormément travaillé sur cette question-là. Et souvent, quand ils publient un recueil, un volume du Corpus Vitrearum sur un édifice, une monographie d'édifice, bien souvent, ils ont fait des relevés de damas et je vais vous en montrer. Alors, ce que je vous montre ici, c'est une verrière, un arbre de Gessé de l'église principale d'Ulm, l'église Notre-Dame. L'arbre de Gessé date de 1480 et il a été réalisé par l'atelier de Peter Hemmel dans le Lot, donc un peintre verrier strasbourgeois. Alors, voilà la partie basse de ce vitrail, c'est une verrière très très haute avec juste la partie arbre de Gessé. Je vais vous montrer les panneaux bien précis et vous allez voir apparaître ce décor de damas et on va le voir qui se déploie derrière les personnages. Donc voici ici un des anges à gauche qui portait les armoiries. Voici deux personnages de l'arbre de Gessé. Et je vous remontre, je mets le damas en contrepartie. Alors vous voyez qu'il n'est pas employé à chaque fois dans son entier, il est fragmentaire, et que nos collègues allemands, pour reconstituer le dessin ancien, bien finalement, on fait des puzzles, des calques sur un panneau, des calques sur un autre, et puis petit à petit, on a réussi à assembler et avoir le dessin complet. Voilà ici deux autres ancêtres du Christ, plus David à droite, et toujours ce même damas qui règne sur la tenture bleue qui est dans le fond des personnages. Je crois que j'ai encore ici un des personnages. Alors ce qui est intéressant dans ce vitrail, alors bien qu'on les voit un peu moins, c'est que vous avez un damas pour le fond, et puis vous avez les vêtements des personnages qui, eux, sont réalisés à partir d'autres dessins. Et ici, je vous montre deux autres de ces dessins, et notamment donc celui du bas qui a servi pour le personnage en bas à droite.
Donc ce qui veut dire que dans l'atelier de Peter Hemmel, il y en avait plusieurs de ces damas et qu'on s'en servait alternativement pour les fonds ou pour les vêtements. Voilà, je vous montre encore la Vierge à l'enfant qui couronne l'arbre de Jessé avec toujours le même dessin. Alors, ces dessins de damas sont évidemment un indice, mais un indice parmi d'autres, pour pister l'œuvre d'un atelier. Là, je vous montre deux œuvres. À gauche, le vitrail de la Vierge de l'église Saint-Séverin, entre 1450 et 1480, la fourchette est large. Et à droite, une Vierge à l'enfant de la cathédrale de Tours, entre 1467 et 1480. Et vous apercevez derrière un damas relativement simple, mais qu'on retrouve dans les deux œuvres. Donc, ça met l'historien sur la piste, vraisemblablement, le même atelier a travaillé pour les deux œuvres. Et on est à Paris, on est à Tours, on est à peu près dans les mêmes époques. Il faut quand même se méfier, ça reste un indice. Les damas peuvent circuler d'un atelier à l'autre. Alors a priori, on a plutôt tendance à croire, j'allais dire naïvement, mais c'est la première pensée qui me vient, c'est que finalement ça appartient à un atelier, ça a un coût de réalisation, c'est des plaques de cuivre qui sont gravées, donc a priori ça appartient à l'atelier, ça ne circule pas. Sauf que un peintre verrier, ça meurt, et son atelier peut être vendu. Il peut y avoir des peintres verriers qui héritent de l'atelier et du fond, et donc déjà un damas peut être réutilisé à plusieurs époques, même s'il y a quand même un effet de mode qui aurait tendance à limiter l'usage d'un damas dans le temps. D'autre part, les peintres verriers s'inspirent des tissus qui leur sont contemporains. Or, comme ces tissus ont souvent des motifs très proches, eh bien, deux damas réalisés dans deux ateliers différents peuvent très bien se ressembler sans être pour autant identiques. Donc il vaut mieux, c'est un indice qui peut être utile, mais il vaut mieux être prudent avec l'usage des damas. Alors, je voulais vous montrer deux vitraux de panneaux issus de Saint-Nicolas de Port, donc dû au maître Valentin Bouche, donc une Sainte Catherine et une mort de la Vierge, et vous voyez très bien que derrière le personnage de gauche et la scène de droite se déploie une tenture rouge avec à chaque fois un damas, et on a un texte qui nous montre qu'en 1517, donc là les vitraux sont situés entre 1514 et 1520. En 1517, il y a un apprenti qui doit quitter l'atelier de Valentin Bouche et qui est mis à l'amende parce qu'il a perdu un pochoir. Ce qui veut dire qu'on y accordait quand même un certain prix à ce pochoir. On y accordait un prix, on n'avait pas envie de le laisser partir comme ça. Et on peut se dire qu'effectivement, ça peut être aussi une marque d'atelier. Alors, là, je vous ai montré des vitraux allemands, des vitraux dans le domaine lorrain. Maintenant, on va s'approcher de Paris. Là, on est encore une œuvre de Valentin Bouche. Et maintenant, je viens à Paris. Et je vais vous montrer le vitrail de la sagesse de Salomon, qui est un vitrail de Jean Chastelin, peintre verrier, réalisé en 1531 pour l'église Saint-Gervais, d'après un carton de Noël Bellemare. Alors je vais vous montrer plus précisément des détails qui se trouvent dans les ajours du vitrail. Ici donc trois personnages des ajours, donc Salomon couché au milieu, c'est encore Salomon à gauche mais dans une autre scène de sa vie, et puis à droite la reine de Saba. Et vous voyez très bien que le vêtement de ces trois personnages est dessiné d'après un damas identique.
maintenant, je reviens toujours à la vue générale et on va regarder cet ajour-là. Et voilà ici le roi Salomon. Et vous voyez que sur sa tunique, eh bien, il y a l'usage d'un damas très beau qui a été redessiné au moment où la barrière a été restaurée il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être. Et voilà, ce damas, vous voyez à la fois la richesse et la complexité de ce dessin. Et voilà, je vous montre encore un dernier relevé. Alors là, je n'ai pas d'exemple de vitrail à mettre en regard, mais c'est un vitrail, un damas qu'on a reconstitué. Donc c'est surtout François Lagarde et Michel Dutroux qui ont fait ce travail-là au moment de la restauration donc, de la sagesse de Salomon et de l'étude de ces vitraux de Jean Chastelot. Alors, est-ce que les damas sont un apanage des vitraux des 15e et 16e siècles? Bien non. Et là, on va changer de domaine, on va venir sur un terrain que je connais un peu mieux, c'est le vitrail du 19e siècle. Là, je vous montre deux relevés de dessins de tenture, hein, donc damas, qui ont été faits lorsque je préparais ma thèse donc, sur Félix Gaudin. Félix Gaudin n'est pas l'inventeur de ces dessins, c'est pas lui qui les a dessinés, il les a simplement utilisés. Alors peut-être que je dois redonner un peu deux mots sur l'atelier que j'ai étudié. C'est un atelier qui a duré une centaine d'années, qui a été fondé à Clermont-Ferrand par Émile Thibault en 1835-36. Thibault a pris sa retraite en 1868, il a laissé l'atelier à son successeur, Charles Desgranges. Charles Desgranges a travaillé jusqu'en 1878 à peu près, puis il a laissé un éphémère successeur, dont je tairai le nom, et ensuite l'atelier a été racheté par Félix Gaudin. Donc quand Félix Gaudin rachète l'atelier, il y a environ 3000 dessins déjà, et dans le matériel de l'atelier, il y a les fameux pochoirs qui servent à dessiner les damas. Et donc Gaudin va les réutiliser. Et puis ensuite, en 1892, Félix Gaudin s'est installé à Paris entre-temps, il y a eu deux ateliers, et il revend l'atelier clermontois à Adrien Barat, et Adrien Barat travaille jusqu'en 1940. Et donc de 1835 à 1840, on est capable de retrouver les mêmes damas sur des vitraux. Donc à Clermont, enfin moi je m'en suis vraiment servi, notamment pour des vitraux qui sont assignés, pour attribuer le vitrail à l'atelier. Ça ne veut pas dire que les damas ne pouvaient pas circuler d'un atelier à l'autre. Mais à Clermont, où le milieu des peintureries commence à être bien connu, on sait qu'il y a des gens qui quittent l'atelier pour fonder un atelier, soit un atelier concurrent qui va s'installer à Clermont même, soit partir un peu plus loin, à Rodez, au Puy, etc. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'ils n'emmenaient pas les damas avec eux. Ils en recréaient des nouveaux. Alors, parfois assez proches, c'est vrai, mais jamais vraiment identiques. Et donc, je me suis beaucoup servi de ces damas, évidemment, comme un critère d'attribution. Alors, je vous en ai mis deux. Je vous en ai mis un avec un dessin qui est relativement complexe, et c'est pareil, pour le reconstituer, il a fallu que je prenne plusieurs motifs dans plusieurs verrières, et un autre à droite, alors qui est plus simple, et qui lui aussi reprend ces motifs de velours de Gênes, de Luc, hein, ces velours italiens de la Renaissance. Alors, sur le premier des damas, je voulais vous montrer aussi que on pouvait avoir quelques subtilités quand on fait du terrain, quand on regarde des vitraux, parce que le même damas peut être utilisé dans un sens ou inversé. Et je vous parlerai technique dans 5 minutes et vous verrez comment on peut inverser finalement un damas. Alors on peut retourner simplement le damas, mais on peut aussi utiliser un damas en version positive ou en version négative. Là encore, on parlera technique dans un instant. Alors celui-ci, eh bien, je vous montre un exemplaire. Donc c'est un vitrail de Thibault qui date de 1855 environ et qui se trouve à l'église de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Voilà. C'est un des plus anciens que j'ai trouvé. Il y en a peut-être d'autres, hein. Je ne connais pas toute l'œuvre de Thibault. En tout cas, on reconnaît très bien ce damas sur le fond de cette scène.
Quant à l'autre, eh bien, je vous ai mis ici une Sainte Martyre qui se trouve dans une église d'Eda, encore un vitrail de Thibaut qui n'est pas daté précisément, mais qui est donc antérieur à 1868. Alors, parlons technique. Concrètement, un damas, c'est quoi? Alors, au XVIe siècle, tous n'étaient peut-être pas en cuivre ou en laiton. Vous pouvez très bien être en papier fort, en parchemin, et être réutilisé et fatalement, sans doute, de temps en temps, être redessiné ou refait, parce que c'est quand même une usure. Alors en revanche, à partir du XIXe siècle, très souvent, ils sont taillés dans une feuille très fine de laiton, donc découpée. Alors comment on se sert d'un damas? Eh bien, en général, on commence par peindre le verre, peindre une couche de grisaille sur le verre. Ensuite, on pose la pièce de cuivre sur le verre, et avec une brosse, on procède à un enlevé, c'est-à-dire qu'on gratte et on enlève la grisaille qui se trouve dans les ouvertures. Alors ça, on s'en rend compte parfois quand on regarde les verres de près. Eh bien, le long des bordures, en fait, il y a parfois des petits empattements. Si on n'a pas gratté correctement avec la brosse, eh bien, on voit qu'il y a des petites bavures de temps en temps. Donc ça, c'est la manière la plus simple. Alors, on pourrait aussi concevoir de projeter de la grisaille à travers le film en laiton, si vous voulez. Mais a priori, c'est plutôt avec la technique de l'enlever qu'on procède. Donc évidemment, là, le motif est à peu près centré, non pas complètement, mais voilà, si vous retournez la feuille de laiton, ben voilà, vous inversez le motif, et c'est aussi simple que cela. Alors en revanche, pour faire le vitrail en positif ou en négatif, là il faut imaginer autre chose, ou peut-être deux pochoirs, une partie et une contrepartie, un petit peu comme dans les meubles boules et la marqueterie de laiton dans les meubles boules. Alors voilà, je vous en passe quelques-uns. Vous voyez que l'état de conservation n'est pas toujours optimal. C'est des œuvres qui ont vécu, qui ont servi. Voilà, ici donc des motifs qui servent essentiellement pour la cage à mouches. C'est les cages à mouches qui occupent le fond des grisailles. Voilà ici un pochoir qui a servi sans doute pour un motif de damas. Et puisqu'on était dans les cages à mouches, je vous montre une autre manière de faire les cages à mouches, mais on reste quand même dans le domaine du vitrail et de l'art textile, parce que c'est une manière d'imprimer la grisaille ou de la poser par sérigraphie. Donc ce que vous avez en photo ici, c'est un écran sérigraphique, et donc vous savez, cet écran est tendu sur un cadre qu'on pose sur la pièce de verre à peindre, on passe une série une couche de grisaille en haut du cadre, et avec un racloir, on descend le racloir, et comme ça, la grisaille, partout où vous avez du blanc, eh bien, elle va traverser l'écran de sérigraphie et elle va se poser sur le verre. Alors parfois, ça laisse des traces. Voilà ici un petit détail d'une bordure, et vous voyez que sur la pièce jaune, eh bien, on aperçoit la maille de l'écran de sérigraphie qui n'était sans doute pas de très très bonne qualité. Alors ça se repère quand même assez facilement, une grisaille qui est faite déjà à la main, vous le voyez, parce que les traits à main levée ne sont jamais très très réguliers, donc les carrés ne sont pas toujours très très rigoureux. Quand c'est au pochoir, on les repère également parce qu'aux angles, eh bien, il y a en général des empattements de grisaille. Le grattoir n'est pas complètement dans les angles. Et quand c'est à la sérigraphie, eh bien, on s'en rend compte parce que parfois on a les traces de l'écran sérigraphique qui apparaissent. Alors, la question que je me posais aussi, c'est le textile dans le vitrail, on le voit. Mais est-ce qu'il y a des textiles qui s'inspirent du vitrail?
Et là, c'est beaucoup plus compliqué à trouver, en tout cas. Est-ce que le vitrail inspire les dessinateurs textiles? Eh bien, c'est assez rare. Bon, tout à l'heure, j'avais presque envie de vous faire une blague. Dans notre bureau, on a un essuie-main avec un motif de vitrail. Bon, ça, c'est une merchandising récent. Donc voilà, je ne vous l'ai pas amené. Je préfère vous montrer des châles cachemire. Et donc, je vais vous concentrer mon attention sur un lot de châles cachemire qui date des années 1840. Alors, pour comprendre pourquoi ce que je vais vous montrer c'est très original, voilà ce que c'est un châle cachemire français. Le cachemire, ça fait, le mot évoque sans doute l'Inde pour vous, mais voilà, on a fabriqué aussi des cachemires en France à partir de 1806. Donc, le vrai châle cachemire, celui qui à l'origine est fabriqué au Cachemire, eh bien, il s'exporte à partir du XVIIIe siècle. Les Anglais, la Compagnie des Indes en ramènent quelques-uns, mais c'est surtout à partir de la campagne d'Égypte que des officiers de l'armée française ramènent en France, sous le consulat, donc, quelques-uns de ces châles qui sont ornés de motifs de ce qu'on appelle de botets, de palmes. C'est ce que vous avez, ces grandes figures avec un crochet retourné en haut, qui sont inspirés en fait de la figure du cyprès. Et donc, ces premiers châles cachemire commencent à être à la mode sous le consulat. Et certains fabricants français, notamment les fabricants de gaz, se lancent dans la fabrication de châles qui veulent l'équivalent. Sauf qu'on travaille plutôt avec de la laine. Et le cachemire est une laine, certes, mais une laine bien spécifique, puisque c'est une laine qui est faite avec le duvet de la chèvre tibétaine. Et donc ces chèvres tibétaines qu'on trouve sur les contreforts d'Himalaya, ce duvet tombe au printemps, il est ramassé, il est tissé, et, enfin filé d'abord, tissé ensuite, et tissé principalement au Cachemire jusque dans les années 1815-1820, et ensuite les tissages se font plutôt au Pendjab. À la suite de conflits locaux, une partie des artisans du Cachemire ont émigré au Pendjab dans ces années-là. Donc, on commence à fabriquer sous l'Empire des châles en laine, puis on commence à importer la laine elle-même Cachemire et on la fait filer en France. Et donc, à partir des années 1810, on dispose de laine Cachemire qu'on mélange à de la soie. C'est-à-dire que la chaîne, souvent d'un châle, sera en soie, voire en coton, et les trames, qui apportent la couleur et le motif, les trames vont être en laine de Cachemire. Alors, la mode bat son plein sous l'Empire. Si vous regardez quelques tableaux de David, de Gérard, quelques portraits, on voit souvent des femmes porter ces fameux châles Cachemire. Les producteurs français, derrière Ternaux qui est un grand fabricant de tissus de laine, se lancent vraiment dans la compétition avec le châle indien. Le châle indien reste cher parce qu'il vient de loin, parce que c'est une laine très rare, qu'il est exporté. En plus, on est à partir de 1806 en plein blocus continental, donc tout ce qui transite par les navires anglais n'a pas le droit d'arriver en Europe. Bon, il reste encore la voie de terre par tout le Caucase, la Russie et puis les pays d'Europe. Mais voilà, le châle original a des difficultés à arriver, il est très cher. Donc les producteurs français se lancent dans la compétition, ils fabriquent avec de la vraie laine de Cachemire, mais sur les motifs qui vont les orner, tout le monde n'est pas d'accord. Et notamment Ternaux, qui demande en 1811 à l'empereur pour aider au développement finalement de ce châle français, qu'on l'aide. Donc l'empereur lui fait une commande de 12 châles qu'il veut offrir à son épouse et aux femmes de sa cour. Et Ternaux s'adresse à Isabelle, qui est peintre officielle de l'Empire, et Isabelle donne un motif qui est très très beau, alors qui reprend un petit peu la forme de la palme, légèrement sinusoïdale, enfin sur une belle ligne serpentine, mais au lieu de l'occuper par des ornements venant de l'Inde, il occupe cette palme par des fleurs naturelles, du lilas, etc. Bref. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de concurrence entre l'ornement de l'Inde et l'ornement occidental avec des fleurs naturelles. Et en 1814, au moment de la chute de l'Empire, Louis XVIII va renforcer les droits de douane et mettre un embargo complet sur l'importation des châles originaux pour protéger en fait les fabricants français qui s'étaient développés
depuis les années 1806-1810. Et cet embargo va durer jusqu'en 1836, pour qu'il soit levé partiellement, avec des droits qui resteront quand même très, très élevés. Donc le châle d'origine de l'Inde va continuer d'arriver par la contrebande, et régulièrement il y a des marchands qui en affichent à Paris. Alors la douane ne va pas jusqu'à visiter les magasins des marchands, mais en revanche il lui arrive d'arrêter des voyageurs jusqu'à l'arrivée des diligences à Paris. Il y a des vérifications et des saisies qui sont faites. Bien. Donc, à partir des années 1815, donc, les fabricants français sont capables de produire du cachemire, on appelle du cachemire français, avec la vraie laine de cachemire et avec des motifs qui sont imités de ceux de l'Inde. Et ce que vous avez là, c'est un châle des années 1830 qui imite donc les produits de l'Inde avec ces fameux motets. En 1834, il y a une sorte de révolution dans le châle avec un dessinateur qui s'appelle Abbé Descoudères, qui s'est jusque-là beaucoup inspiré de l'Inde, mais qui pense qu'on peut aussi s'inspirer de la Perse, et qui produit ce châle qu'il appelle l'Ispahan, qu'il a signé également, signé à plusieurs reprises en persan. Et ce châle, donc Ispahan, c'est un châle qui a été fabriqué pour faire de la publicité à la maison qu'il a fabriquée, la maison Gosset. On dirait aujourd'hui que c'est un châle qui sert à faire le buzz, parce que c'est un châle qui est hors de prix. C'est ce qu'on appelle un châle au quart, c'est-à-dire que le dessinateur, Abbé Descoudères, n'a dessiné qu'un quart, mais qu'après, grâce au métier jacquard, on a pu inverser le métier sur une moitié et ensuite inverser sur l'autre moitié, donc les 4 quarts sont reproduits. Donc, il a fallu monter sur le métier jacquard 100 000 cartons pour arriver à tisser ce châle. Et c'était un record à l'époque, donc évidemment, le châle a fait parler de lui, à la fois pour ses motifs, qui étaient complètement différents de ce qui se faisait. Il n'y a plus du tout le motif de l'Inde, mais l'inspiration, c'est la Perse et l'architecture persane, et à la fois pour des raisons techniques, parce qu'on a tissé avec des laines très très fines, et donc il a fallu multiplier les coups de trame. Donc chaque fois que vous avez un coup de trame, vous avez un carton jacquard. Voilà, donc prouesse technique, et après, eh bien, ce châle va servir à inspirer d'autres dessinateurs, d'autres fabricants. Voilà en gros ce qu'on trouve dans les années 1830, 1840, soit le châle complètement indien avec sa palme, et soit un châle qu'on appelle, alors ils ont appelé ça les châles Renaissance, qui n'avait rien à voir avec la Renaissance française ou italienne. Et donc, dans les années 1840, apparaissent un autre type de châle dont on connaît 3 ou 4 exemplaires dans des collections privées. Alors je vous en montre un ici qui se trouvait à la Villa Rosemène. La Villa Rosemène, c'est un collectionneur de marchand d'art qui se trouve à Toulon et qui a un très beau site. Il organise régulièrement des bourses aux textiles anciens. Et c'est lui qui a vendu ce châle il y a quelques années. Voilà un agrandissement des motifs de fond. Vous voyez ces petites feuilles très échancrées qu'on retrouverait finalement dans les flores gothiques. Donc ici l'inspiration néogothique est très claire. Je vous montre ici un autre document qui est ce qu'on appelle un vernis. Alors un vernis, c'est un dessin qui est fait sur papier calque, sur lequel le dessinateur reporte d'un côté le trait, juste le trait noir, donc ça c'est au revers, et à l'avers il met les couleurs principales. Et c'est des dessins qui sont fabriqués en général à l'atelier pour essayer de juger l'effet final décoratif du châle. Et ces vernis donc, sont sur un calque qui est transparent. Alors aujourd'hui les calques ont jauni, ce qui explique voilà, cette couleur un petit peu orangée qui est dominante sur ce papier. Donc il y a une collection de vernis, enfin il y a les 2 collections publiques où il y a beaucoup de vernis. Il y en a une collection au musée de Retournac. Le musée de Retournac, c'est un musée des dentelles mécaniques, mais il se trouve que dans un fonds d'archives qu'ils ont acheté, il y avait tout un lot de vernis dont la provenance est finalement assez mal assurée. Et puis, il y a tout un fonds au musée du Vieux-Nîmes. Alors là, l'origine du fonds est plus connue, puisqu'il y avait à Nîmes, à partir des années 1840, une école de tissage, et que c'est le directeur et dessinateur principal de cette école de tissage qui a réuni une collection de documents pour servir
à l'enseignement. Et à la fin du XIXe siècle, il y a un descendant de Gossen qui lui a donné tout un lot de châles, de vernis. Et alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que le motif que vous avez sur ce châle, on le retrouve ici sur ce dessin. Et je vous montre une autre image, c'est toujours un de ces vernis, là on voit bien la bordure qui a jauni, hein, et c'est le motif pour l'angle. Et vous pouvez regarder la bordure qui est en bas à droite sur le dessin, on l'a retrouvée en bas à gauche. C'est vraiment le dessin, le vernis qui a servi à la fabrication de ce châle. Donc, ce châle qui est un châle très riche, hein, plus de 8 couleurs de trame. Le marchand n'a pas donné le nombre de fils de chêne, mais on imagine que c'est un nombre qui doit avoisiner au moins les 30 fils de chêne au centimètre. Donc, ce châle très riche, eh bien, on peut proposer l'hypothèse qu'il a été fabriqué par Gossen, puisque les dessins de châle de Nîmes proviennent pour une grande part de Gossen. Ce qui nous donne l'origine de ce châle, Paris, Gossen, et on sait également qu'Amédée Couder était le dessinateur principal de la maison Gossen, notamment pour tout ce qui concernait les châles nouveautés. Les châles nouveautés, c'est-à-dire les produits nouveaux, produits où il fallait faire de l'invention décorative. Donc, vraisemblablement, ce châle peut être attribué à la fois à la maison Gossen et à la fois au dessinateur Amédée Couder. J'ai rien dit de la datation de ce châle, mais voilà, la bordure que vous voyez, les franges arlequinées avec la couleur comme ça permet de dater le châle des années 1840. Bon, je me base ici sur les travaux de Monique Lévi-Strauss, hein, qui a étudié tout le châle français au XIXe siècle et qui a construit tout un répertoire de formes qui permettent de dater au mieux les pièces. Alors voilà pour ce châle, il y en a 2 ou 3 autres à peu près dans le même esprit, avec parfois des vernis qui sont très proches. Je ne vais pas vous les montrer tous, mais voilà, je voulais terminer sur cette pièce qui est la plus intéressante à mes yeux, qui est un châle également néogothique, dont il existe 2 exemplaires dans la collection de Zareh Hajnia. C'est un châle carré, 1m92 sur 1m92. Ici, vous ne voyez pas les franges. Je les ai volontairement enlevées parce que c'est un châle qui a une histoire et on lui a rajouté des bordures qui, elles, sont des broderies indiennes de la fin 19e, en supprimant les franges d'origine. Donc, je ne vous montre pas les bordures. En revanche, je voulais vous montrer les détails. Donc, ce que vous voyez au centre ici, et peut-être que si je l'agrandis, vous le verrez un petit peu mieux. Voilà. C'est que la structure même du décor, c'est une rose gothique, une rose rayonnante, à 24 pétales, chaque pétale étant terminé par un médaillon. Et donc cette structure, clairement, c'est la structure d'une rose d'une église gothique. Alors c'est un châle très riche, là on a compté les fils, 34 fils au centimètre carré, donc ça veut dire que les fils sont très fins. C'est-à-dire que moins vous avez des fils au centimètre carré, plus ils sont épais. Et quand vous avez des fils de chêne très épais, vous ne pouvez pas multiplier les trames. Donc ça conditionne aussi le nombre de trames. Là, il est tramé à 8 couleurs. 8 couleurs, on est dans un châle normal, c'est autour de 5-6 couleurs. 8, c'est déjà beaucoup plus. Bon, il y a des châles très riches avec des fils encore très fins qui peuvent monter jusqu'à 12 couleurs. Mais on est déjà même ici dans un haut de gamme. Et quels sont, alors je me suis posé la question finalement, quels sont les modèles de cette rose gothique? Est-ce que le dessinateur est allé voir Notre-Dame de Paris? C'est un dessinateur parisien. Alors, à Notre-Dame de Paris, on n'a pas le même nombre de pétales, hein, il y en a beaucoup moins, il n'y en a que 12. Donc, c'est évidemment pas Notre-Dame de Paris qui l'a inspiré, si ce n'est le motif lui-même. Pour trouver des roses à 24 pétales, il faut aller, je crois, à Angers, pour une rose de 12e, 13e, et au Mans, mais pour une rose qui est beaucoup plus tardive. Ceci dit, si notre dessinateur n'était pas capable de descendre jusqu'à l'île de la Cité pour s'inspirer de la cathédrale, il y avait aussi des ouvrages qui avaient été publiés. Notamment, on a l'ouvrage d'Émile Lecomte sur Notre-Dame de Paris, qui a été publié en 1841. Et puis, on a d'autres ouvrages archéologiques. Alors, je vous ai fait voilà, un relevé donc
des motifs circulaires, donc ces médaillons qui ornent les extrémités des pétales. Donc, aux 4 axes, il y a 4 dessins du type de celui que vous avez en haut, qui alternent avec celui que vous avez en bas à droite. On retrouve 3 fois dans chaque quart de rose, donc 12 fois au total, et le dernier qu'on retrouve à 8 reprises. Alors, quelles sont les sources d'inspiration possibles pour ces motifs de flore gothique? J'en ai listé plusieurs. Déjà, il faut se rappeler que Amédée Couderc, qui est un dessinateur qui est né en 1800 et qui était un dessinateur très précoce, a connu le musée de Lenoir, le musée des monuments français, avant sa fermeture en 1814. Ensuite, on sait qu'il était un lecteur à la Bibliothèque royale, conservé les traces de son inscription, donc c'est quelqu'un qui allait voir les manuscrits. On a des traces de ses visites dans les manuscrits persans, on a quelques dessins conservés, mais il a très bien pu voir aussi des manuscrits gothiques. Après, il y avait des pièces d'orfèvrerie dans certaines collections, notamment la collection du Sombrard, donc des pièces d'orfèvrerie d'Ouzine. On a également les ouvrages de Nicolas-Xavier Villemin, notamment les monuments français inédits pour servir à l'histoire des arts. Donc ça a été publié de manière posthume en 1839. Et je vous ai mis ici 3 images que j'ai tirées du premier volume. Il y avait également les ouvrages de Pugin, un architecte anglais, qui, pour ceux qui étaient parus avant 1840, il y en a 3 ou 4, d'autres qui sont parus postérieurement. Enfin bref, pour qui voulait s'inspirer de la flore gothique, il y avait largement les moyens pour un dessinateur de se tenir informé. Mais voilà, je considère que l'originalité de ce châle, qui à la fois se trouve dans sa structure, hein, c'est la seule fois que je l'ai rencontré, enfin la seule fois, il y a 2 châles dans la collection HDN qui ont exactement la même structure et qui sont de la même époque, mais à la fois dans sa structure et dans son ornement, c'est une originalité, et c'est aussi pour ça que je l'attribue à Amédée Couderc. Amédée Couderc, c'est un dessinateur dont il faudra qu'on reparle un jour, parce que c'est sans doute un des meilleurs de son époque, encore assez peu connu, mais qui a travaillé pour énormément de techniques, le châle, le tissu imprimé, le tapis, la tapisserie, etc. Voilà, et donc j'achève ce parcours assez rapide, je vous l'accorde, sur donc ce magnifique châle. Alors, le propriétaire avait dit qu'il viendrait peut-être, qu'il amènerait le châle, mais malheureusement, voilà, il est de garde d'enfant et il n'a pas pu amener l'original, mais je vous laisse l'image. Je vous remercie.